Bonjour à tous, je me présente, je suis Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle en s'inspirant de personnes au parcours motivant. Ce podcast est sponsorisé par Kinvent. Kinvent fournit aux professionnels de la santé et du sport des outils qui vont vous permettre, comme nous, d'évaluer rapidement et surtout objectivement vos patients ou vos clients. Dynamomètre de pression, goniomètre, plateforme de force, bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille avec un invité de marque que j'avais prévu d'inviter depuis bien longtemps. Vous avez été nombreux à me le demander, mais j'avais déjà pensé avant que vous me demandiez. J'accueille Sean de Upside Strength. Sean, merci beaucoup de prendre le temps de venir discuter avec moi. C'est super sympa. D'habitude, c'est toi qui fais des podcasts. Là, ça va être dans l'autre sens. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir l'autre côté quand on a des podcasteurs invités. Sean, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, merci Thomas, merci. C'est un plaisir d'être sur ton podcast. Comme tu l'as dit, j'ai l'habitude d'enregistrer les miens, mais c'est toujours sympa quand je peux m'étendre un petit peu plus sur les sujets qui me passionnent. Donc, merci pour l'opportunité aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sean, j'ai 33 ans, j'habite à Nyon en Suisse, entre Genève et Lausanne, pas très loin de la frontière avec la France. Je partage mon temps entre plusieurs activités, principalement coaching privé à domicile. Je travaille aussi à Basics Fitness, qui est pas la chaîne Basics française, qui est une salle indépendante à Vic, pas très loin d'ici, gérée par David Rivera, un bon ami et collègue à moi. Donc, je fais plusieurs jours de coaching par semaine. En plus de ça, j'effectue des testings physiologiques avec des crossfitters, avec des athlètes de sport d'endurance et d'autres. Je commence à faire plusieurs interventions aussi au niveau de la formation des coachs dans plusieurs organisations, que ce soit locales ou à l'étranger. Et comme je l'ai mentionné avant, j'ai également un podcast et une chaîne YouTube que j'essaie d'alimenter du mieux que je peux. Donc voilà, je fais de mon mieux pour partager mon temps entre toutes ces différentes activités. Alors, du mieux que tu peux, tu es quand même très, très actif. D'ailleurs, si vous pouvez mettre sur pause le podcast maintenant et aller vous abonner à la chaîne YouTube de Sean, vous allez voir, tu publies tous les jours, si je ne dis pas de bêtises. Pas loin, ouais, pas loin. Ouais, donc c'est énorme. En plus, des trucs, on va y venir après, hein, mais des trucs, pas juste des vidéos pour faire des vidéos, des trucs vraiment très intéressants, très éducatifs. Comment t'en es arrivé là aujourd'hui? Quel est ton parcours un petit peu, on va dire, universitaire, d'éducation, etc., de scolaire, quoi. Je vais trouver mon mot. Scolaire, c'est mieux. Alors, scolaire, ben, écoute, j'ai fait mes écoles ici en Suisse. Et j'ai terminé mon gymnase, après quoi, je crois que c'est l'équivalent du collège, si je ne me trompe pas, en France. En gros, Ça doit être ça, avant de ouais. partir Ouais. à l'université. Non, lycée. Et Lycée, du coup. lycée, ok, alors j'ai terminé mon lycée et ensuite j'ai commencé à bosser un petit peu. J'ai fait mon service long à l'armée, à savoir qu'en Suisse, tu peux faire ton service militaire soit en plusieurs parties, c'est-à-dire que tu fais 4 mois la première année et tu retournes faire les cours de répétition chaque année pendant 3 semaines. Ce que je n'ai pas fait, j'ai décidé de faire tout d'une traite. Et selon ton grade, eh ben, tu as plus ou moins de jours à faire. Si tu es soldat, c'est 300 jours total. Moi, j'avais gradé, j'étais sergent-major-chef, donc j'étais bras droit du commandant de compagnie, si on veut bien. Donc, je gérais tout ce qui était administratif, mettre les gens au lit le soir et les réveiller le matin et leur indiquer la marche à suivre pour la journée. Donc, j'ai fait 500 jours d'armée en tout, en service long. Après quoi, j'en avais marre d'être ici, donc je suis parti au Canada. Non, pardon, je suis parti en Australie d'abord. J'ai fait 6 mois en Australie avec mon petit sac à dos et rien d'autre. C'était vraiment chouette de voir une culture que je connaissais pas du tout et je partais du principe que parce que je parlais déjà anglais, eh ben, j'allais bien tout comprendre, tout connaître. Et au final, j'ai découvert que voilà, en sortant un petit peu de ma bulle et en explorant un petit peu, eh ben, tu vois que même si tu parles la langue, la culture peut vraiment varier énormément entre un pays et un autre. Donc ça, c'était une expérience très enrichissante après laquelle je suis revenu en Suisse. Je me suis rendu compte que je voulais toujours pas être en Suisse et je suis reparti quelques mois plus tard au Canada cette fois-ci, avec comme intention de simplement voyager et m'amuser. 2 semaines plus tard, je rencontre ma femme au travers d'une fête d'un club de rugby que j'avais rejoint là-bas, à savoir que je faisais du rugby à cette époque-là.
Et puis, du coup, j'y suis resté. Je suis revenu entre-temps pour des histoires de visa, mais j'y suis retourné assez rapidement et j'ai passé 7 ans, si je ne me trompe pas, à Vancouver, au Canada. Je me suis marié là-bas et c'est là où j'ai commencé à coacher. En gros, je faisais de la peinture en bâtiment et je m'entraînais en haltéro parce que j'avais fait du rugby, ensuite j'avais fait un petit peu de CrossFit. Je n'avais jamais été intéressé par la compétition à proprement parler en CrossFit. Par contre, au travers du CrossFit, j'ai découvert l'haltéro qui m'avait vraiment plu. Et du coup, j'ai fait, si je ne me trompe pas, 2 ans d'entraînement dédié en haltéro avec quelques compétitions locales par là-bas à Vancouver. Et puis, à la suite de ça, écoute, je passais beaucoup de temps à lire des bouquins. Je me rappelle, j'avais le Science and Practice of Strength Training de Zadzierski et Kramer, pour les gens qui connaissent. C'est une référence dans notre domaine. En tout cas, je le vois comme un livre référence. Et je me rappelle lire ça dans le bus en allant au boulot pour aller peindre les maisons sur lesquelles je bossais. Et un jour, ma femme m'a dit, écoute, Sean, faut que les gens ils commencent à te payer pour toutes ces études que tu fais à côté. Je passais énormément de temps à m'éduquer, que ce soit au travers de podcasts, de livres et autres ouvrages. Et du coup, j'ai dit, ben ouais, tu as raison. Du coup, j'ai arrêté de faire de la peinture en bâtiment. J'ai passé un certificat de coaching, le CPT avec la NSCA, pour ceux qui connaissent, Certified Personal Trainer. Donc, c'est vraiment un certificat de base, si on veut bien. Et à partir de là, j'ai commencé à coacher. J'avais toujours un ou deux clients en tant qu'indépendant sur le côté. Ça, c'est quelque chose c'était une trame que j'avais dès le départ et que j'ai jamais lâché. J'ai eu des opportunités au fil du temps où j'aurais pu passer 100% bosser pour quelqu'un d'autre et j'ai toujours refusé parce que je voulais garder mon indépendance et je savais que c'était quelque chose vers lequel je voulais tendre sur le long terme. Mais voilà, j'ai partagé mon temps entre bosser pour des salles, que ce soit avec des coachings privés, des coachings de groupe, plus dans le secteur fitness qu'autre chose. Et sur la fin du temps que j'ai passé au Canada, j'ai commencé à bosser un peu en préparation physique. Et c'est en revenant ici en Suisse, en fait, il y a de ça maintenant 3 ans et des poussières, que j'ai repris la préparation physique avec mon club local de rugby ici, pour lequel je jouais à l'époque. J'ai fait donc 2 ans et demi de préparation physique avec eux. Donc pour le rugby ici, j'ai bossé avec l'Académie suisse également, donc pour les jeunes rugbyman ici dans notre pays. J'ai eu l'opportunité de faire quelques stages avec eux. Et puis, à partir de ce moment-là, depuis le moment où je suis revenu, redévelopper ma clientèle localement ici. Alors, j'avais l'avantage de connaître tout le monde parce que j'ai grandi dans cette ville. Donc, j'ai un réseau qui est déjà bien établi, ce qui m'a beaucoup aidé. Mais voilà, ça a quand même pris du temps pour retrouver mes marques et refaire ma base de clients. Mais pour revenir à ta question d'origine, niveau éducation, je n'ai pas vraiment été au-delà, entre guillemets, du lycée. Par contre, je passe énormément de mon temps à m'éduquer, mais je ne le fais pas nécessairement par les canaux typiques, si on veut bien. Je lis pas mal, de plus en plus de recherche également. Vu le domaine dans lequel je me trouve actuellement, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans tout ce que je fais. Mais voilà, des bouquins, des podcasts, des formations aussi indépendantes, entre guillemets, et tout ce qui s'ensuit. C'est super intéressant. Ça montre quand même qu'on peut arriver à des niveaux de connaissances et d'expertise assez élevés parce que pour moi, aujourd'hui, tu es la référence sur, on va dire, la physiologie de l'effort, etc., le développement des qualités, on va dire, physiologiques, sans te passer la pommade. Hein, vraiment, c'est la réalité, c'est ce que je pense. Donc, ça montre quand même que même en n'ayant pas forcément un parcours, tu vois, diplômant post-lycée ou comment tu as dit, gymnase pour vous, c'est ça? Gymnase, ouais, c'est Ouais. ça. Ben, on peut arriver quand même à des niveaux de connaissances assez élevés. Comment tu fais actuellement et comment tu as fait, on va dire, ces derniers temps pour continuer à te former, à apprendre des choses? Quel est un petit peu ton processus aux recherches de formation, d'études, etc., pour vraiment arriver au niveau de connaissances que tu as actuellement? Ça part souvent de Google ou YouTube dans la barre de recherche et je tape quelque chose qui m'intéresse et ensuite je creuse. Je pense qu'il y a tellement d'informations qui sont disponibles. Quand tu sais ce que tu cherches et que tu poses des bonnes questions, tu peux vraiment trouver des informations extrêmement intéressantes. YouTube a vraiment une ressource quasi infinie de vidéos de manière générale, mais même dans un domaine assez pointu comme enfin pointu, on va dire, assez pointu comme la physiologie de l'effort ou de l'exercice, tu trouves quand même
des tonnes et des tonnes de présentations qui durent en général entre 30 minutes et 1 heure avec les plus grands chercheurs, les plus grands spécialistes dans le domaine qui partagent leurs connaissances. Il y a ça, il y a les podcasts aussi. J'apprends énormément au travers des podcasts. J'apprends énormément, honnêtement, au travers de mon podcast. J'ai la chance d'inviter, entre guillemets, qui je veux et donc de parler aux experts que je peux trouver en cours de route. Là, récemment, par exemple, la semaine dernière, j'ai pu interviewer Nick Jamnek, qui est un auteur de recherche dans le domaine dans lequel je me spécialise, sur tout ce qui est des seuils physiologiques et des différentes intensités d'effort. C'est le gars qui a écrit un des papiers références dans le domaine et j'ai simplement pu lui parler pendant 1 heure sur mon podcast et lui poser toutes mes questions. Donc ça aide énormément, à mon avis, ça m'aide énormément. Et après, je ne me pose pas trop de questions en termes quelle est la bonne manière de faire. Je suis un processus de réflexion simplement par rapport au questionnement que j'effectue. C'est-à-dire que j'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre pour ensuite mieux appliquer, pour ensuite, bien sûr, communiquer également. Et c'est au travers de notamment ma chaîne YouTube et des autres canaux, des réseaux sociaux que je partage, j'apprends au fur et à mesure, ce qui m'aide, moi, à apprendre également et à consolider, à intégrer ce que je lis et ce que j'écoute et ce que j'écris. Et donc, tout ce processus, il est assez fluide, en fait. Mais je dirais ça part vraiment de questions, en fait, que je me pose. Et après, je dois aller chercher l'information alors que je la trouve dans un livre ou que je la trouve dans une étude ou sur une vidéo sur YouTube ou même sur Twitter. Très honnêtement, plus récemment, je passe pas mal de temps sur Twitter. Il y a une communauté au niveau surtout de la recherche, tout ce qui est de la physiologie de l'exercice qui est assez bavarde, on va dire. Et donc, si tu poses les bonnes questions aux bonnes personnes, en général, tu as des très, très bonnes réponses parce qu'ils sont toujours contents de savoir, ils sont toujours contents de montrer qu'ils savent. Et donc, tu as souvent au grand minimum des pistes et peut-être même des références scientifiques à aller creuser ou alors même des réponses directes à tes questions et qui te permettent d'avancer. Donc, voilà, je ne discrimine pas en termes de méthode d'apprentissage. J'essaie simplement d'aller chercher l'information là où je pourrais la trouver au mieux. Voilà, comme je t'ai dit, des fois, c'est des études, des fois, c'est des interviews, des fois, c'est des vidéos, des fois, c'est des bouquins. Donc, j'essaie de rester flexible selon ce que je dois trouver. Ok, c'est vrai que c'est assez ouf dans le sens où quand tu demandes aux experts de leur domaine de t'aider ou voilà, des fois on n'ose pas forcément leur poser la question, mais quand on demande, ils répondent quasi tout le temps par la positive. Et même si tu creuses un peu plus, tu vas vraiment dans le domaine de la recherche, etc. La plupart des papiers, ils sont pas disponibles, sauf si tu es un bon pirate sur Internet, tu peux les trouver. Mais quand tu envoies un mail aux auteurs, généralement, ils te les envoient gratuitement et ça les dérange absolument pas. Et en fait, aujourd'hui, C'est clair. l'apprentissage, il n'a pas vraiment de limite à l'ère d'Internet. On peut tout trouver si on sait chercher. Il n'y a pas vraiment de problème. C'est super intéressant ce que tu as dit, parce que moi, en tant que formateur, en fait, je me rends compte que quand je crée mes formations pour les kinés ou pour les coachs, eh ben, ça me permet de répondre moi-même à des propres questions que j'ai, comme tu l'as dit. Et c'est ça, en fait, qui fait que tu restes toujours à la page et tu apprends toujours des nouvelles choses, etc. C'est parce que tu te formes pour former, on va dire, pour transmettre de la connaissance. Je vais directement rentrer dans le gros sujet que je voulais aborder avec toi, même si j'ai plein d'autres questions qui me sont venues vu ce que tu nous as dit avant. Comment tu trouves la motivation, l'envie, d'où ça vient tout ça de créer autant de contenu gratuit? Je vais bien répéter gratuit parce que la plupart de ce que tu fais, en tout cas sur YouTube, etc., c'est une plateforme qui est complètement gratuite. Alors certes, il y a des petites pubs à regarder, mais ça vaut largement le prix de la vidéo, de ce qu'on va y apprendre. Comment tu fais pour continuer, parce que ça fait quand même longtemps que tu fais ça, tu vas nous dire depuis quand, mais ça fait, je pense, assez longtemps, à faire ça, sachant que voilà, c'est quelque chose qui est gratuit, qui prend énormément de temps. C'est juste monstrueux en termes de temps, le temps que tu passes à créer ça, à le filmer, à l'uploader sur la plateforme. Si tu as un bug d'Internet, ça prend encore plus de temps, tu essaies de trouver les bons mots-clés, machin. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça et qu'est-ce qui te motive encore à le faire et à garder toujours un contenu aussi qualitatif, à réussir à te renouveler parce qu'au bout d'un moment, peut-être que voilà, tu as quand même fait le tour, à trouver des nouvelles idées, des nouveaux intervenants dans les podcasts, etc. Alors, pour ce qui est de la motivation sur le contenu, à mon avis, si tu veux réussir en ligne en 2022, c'est un prérequis en fait. Tu n'as pas le choix. Parce que le contenu, c'est ce qui va te permettre de développer une communauté, te permettre de trouver les gens avec qui tes idées résonnent,
et vraiment pouvoir, on va dire, t'établir par rapport à ce que tu vas pouvoir communiquer par la suite ou faire avec la personne. Donc, à mon avis, c'est simplement un prérequis dans l'ère de l'Internet en 2.0 qui tend rapidement vers le 3.0 et ça, je pense que ça ouvre des portes super intéressantes également. Mais quoi qu'il arrive, on est encore dans l'ère du 2.0 et voilà, on a le choix entre rien communiquer, rien dire, pas créer de contenu, faire notre petit bout de chemin dans notre coin. Et pour certains, c'est très bien et ça leur convient et je respecte ça complètement. Mais si tu veux que les gens ils sachent qui tu es, si tu veux que les gens voilà, tu veux déjà créer ce lien dès le départ, créer cette confiance aussi, parce que malgré tout, c'est du contenu que tu mets à disposition. Et si c'est du contenu qui est bon, à mon avis, eh ben, les gens ils vont être contents de te soutenir, peu importe ce que tu fais à l'avenir. Et donc, à mon avis, c'est une bonne porte d'entrée pour vraiment voilà, déjà, créer cette communauté autour de toi avec des gens qui sont attirés par les mêmes sujets ou par les mêmes raisonnements. Et alors, c'est une stratégie, entre guillemets, qui m'est venue, c'est pas moi qui l'ai inventée, j'ai énormément de respect et j'ai été très influencé ces dernières années par un gars qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui parle de création de contenu. Bah, il en est un petit peu le modèle dans le sens où voilà, il publie plus de contenu que quiconque, à mon C'est avis, le à l'heure représentant actuelle. de ça, ouais, carrément. C'est ça. Et donc, pour moi, dès le moment où j'ai commencé, ça m'a plu. Et une chose qu'il dit souvent et qui moi, me paraît bonne, c'est que bah, moi, j'apprends de qui? J'apprends de toutes ces personnes justement qui partagent du contenu gratuit, que ce soit au travers de, comme tu l'as dit, tu vas envoyer un email à un chercheur, il va t'envoyer son papier gratuitement. Il est toujours content de partager ses connaissances. Les personnes que j'interviewe sur mon podcast, eh ben, elles partagent leurs connaissances gratuitement également. Toutes les chaînes YouTube que je suis et le podcast, eh ben, j'apprends gratuitement. Donc, pourquoi pas redonner à notre industrie, à notre secteur, directement sans attendre de se dire, bon, bah, je redonnerai quand je serai plus riche ou quoi que ce soit comme ça. Non, moi, j'ai l'opportunité de partager. Ça me plaît. Ça semble aider pas mal de monde et plaire à pas mal de monde aussi. Donc, on peut tous y gagner en fait. Moi, j'y gagne parce que ça me donne de la visibilité. Ça me permet également de développer mes connaissances parce que malgré tout, j'apprends en communiquant et tu le sais mieux que moi en tant que formateur, eh ben, c'est en synthétisant et en intégrant ce qu'on communique qu'on va le comprendre ou peut-être même passer au niveau supérieur de la compréhension du sujet parce qu'il faut reformuler, parce que quelqu'un n'a pas compris, parce qu'il faut trouver un autre angle, parce qu'il faut rattacher à un autre concept. Donc, c'est honnêtement un processus qui, pour moi, est extrêmement enrichissant. Et donc, je pense pas vraiment au fait que je partage du contenu gratuit. Pour moi, c'est vraiment un processus éducationnel, personnellement. Et le byproduct, si on veut bien, c'est que ça fait pas mal de contenu gratuit en ligne, on va dire. Tu as dit un truc qui est super important. Tu as dit ça me plaît. Donc, en fait, déjà, le postulat de base, il est là. Si tu fais quelque chose que tu aimes, vraiment qui te passionne, c'est pas on va dire, c'est pas une corvée pour toi de créer du contenu à ce sujet-là. C'est ça qui est super important, en fait. C'est qu'il faut vraiment trouver sa voie, je vais dire, son, son type d'intervention préféré et creuser là-dedans. Parce que si ça te plaît, tu vas le faire sur le long terme et on va voir que tu mets du cœur à l'ouvrage et que vraiment les choses vont être intéressantes pour ceux qui les lisent ou qui les regardent. Donc ça, c'est vraiment super important et ça se voit que d'ailleurs que tu es passionné par ce que tu fais. C'est ça qui est super intéressant. Ouais, je pense que c'est, à mon avis, pour tous les coachs qui se disent indépendants ou qui veulent être indépendants un jour, c'est vraiment l'étoile à suivre si on veut bien. Parce que si tu arrêtes d'aller pointer à l'usine ou si tu arrêtes d'aller bosser pour un tel pour ensuite être indépendant, mais que H24, tu fais des trucs que tu n'aimes pas, bah, tu as perdu le fil, quoi. Donc, c'est clair qu'au début, tu n'as pas le choix. Tu as des factures à payer, faut faire des fois pour faire, faut faire pour gagner 3 sous et aller de l'avant. Mais à mon avis, plus tu avances et plus tu vas trouver de la stabilité, et plus c'est important de commencer à te poser ces questions justement de qu'est-ce qui me plaît le plus, comment est-ce que j'organise mon quotidien pour faire de plus en plus de choses que j'aime et de faire de moins en moins de choses que j'aime pas faire. Ça paraît évident, mais je pense qu'on peut rapidement se retrouver dans des prisons dorées
Je veux dire, j'ai la chance de bosser avec plusieurs clients privés qui ont des grosses responsabilités au niveau professionnel, qui ont des revenus qui sont extrêmement conséquents aussi. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont tous super contents chaque jour. C'est la course, c'est le stress. Ils sont sous l'emprise de leur emploi du temps. Donc moi, je vois ça et c'est un petit rappel aussi pour me dire, ben, voilà, qu'est-ce que j'aime faire au quotidien? Comment est-ce que je peux orienter mes actions pour faire plus de ce que j'aime tout en restant voilà, positif et continuer à bosser vers mes objectifs et en minimisant un maximum les choses que j'aime pas faire. C'est super intéressant comme sujet parce qu'en fait, toi, tu as, bon, t'as quand même une activité qui est présentielle aussi avec tes coachings, mais tu as une grosse activité qui est en ligne. Moi, maintenant, c'est 90% de mon travail. J'ai changé de mode de fonctionnement depuis quelques mois, quelques années maintenant, et je me suis vraiment tourné vers ça. Ça ne veut pas dire que si tu travailles de chez toi ou si tu travailles en ligne devant un écran, tu fais ce que tu veux, en fait. C'est ça que les gens peuvent avoir du mal à comprendre. Tu as quand même des obligations professionnelles à respecter. Et en fait, tu choisis, on va dire que tu choisis tes contraintes. Pour moi, c'est ça la liberté, c'est de choisir ses contraintes. Et c'est ça qui est Mhm. intéressant dans cette façon de travailler. C'est que tu as des contraintes, c'est Absolument. sûr, c'est pas possible de les gommer, c'est impossible. Mais tu les choisis un petit peu plus quand justement tu vas pas pointer à l'usine ou que tu n'es pas en train d'enchaîner les clients en coaching. Chaque heure, tu as un client, etc. Il faut être à l'heure pile poil. Tu n'as pas le temps de faire autre chose à côté. Et tu sors un petit peu de cette routine que le système veut nous imposer ou qu'on s'impose à nous-mêmes depuis plusieurs années parce que nos parents ont travaillé comme ça, tout le monde travaille comme ça. Et c'est peut-être pas forcément la vision qu'on en a. Et voilà, tu es quand même un exemple on peut le faire, même sans avoir un parcours académique classique, on va voir, enfin, on va dire. Et on peut faire les choses à sa manière en choisissant vraiment ses contraintes et en prenant plaisir, évidemment, dans ce qu'on fait, en faisant un travail par lequel on est passionné, quoi. Et ça, c'est vraiment super, super important en tant que créateur de contenu, parce que je pense qu'on peut nous appeler comme ça aujourd'hui. Créateur de contenu, Mhm. c'est pas trop mal. C'est un vrai taf. Il faut être, déjà, il faut être créatif, ça va dans le nom, mais il faut surtout être passionné. C'est quelque chose que j'arrête pas de répéter dans les podcasts qui sont assez tournés, évidemment, développement personnel et pour inciter les gens à faire ce qu'ils aiment, on va dire. Et ça, c'est quand même super, super important. Je reviens un petit peu sur les coachings. Comment ça se passe, toi? Comment les clients te contactent? Comment les athlètes te contactent pour développer voilà, un suivi avec toi? Je sais que tu t'occupes de Jessica, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, tu as aidé Jessica sur une certaine partie de son entraînement. J'en ai parlé avec elle il y a pas longtemps. Alors, je ne suis pas sûr de moi, hein, mais je te balance ça comme ça. Comment ça se passe? Comment les gens prennent contact? Qu'est-ce qu'ils te demandent généralement? Quelles sont voilà, les propositions que tu as le plus souvent? Ouais, alors Jess, elle bosse avec Elodie. Donc Elodie s'occupe de la prog Ouais, oui, bien sûr. Ouais. de Jess. Et elle était en Suisse et elle était intéressée par ce que je faisais. Du coup, on a fait un test de profilage avec elle sur le vélo. Donc ensuite, j'avais communiqué tous les résultats à Elodie et mis des recommandations d'entraînement pour elle. Je ne m'occupe pas directement de sa prog, mais on va dire, je communique avec Elodie de manière périodique par rapport à son travail spécifique de conditionnement, mais c'est majoritairement Elodie qui s'occupe de tout ça. Donc voilà, j'ai eu la chance de travailler avec elle et j'aurai certainement la chance de la revoir. Je crois qu'elle revient bientôt en Suisse. Donc on avait dit qu'on ferait un petit update quand elle sera là. Donc ce sera certainement l'occasion de le faire. Pour ce qui est des clients privés, ça se passe beaucoup par rapport à mon site, dans le sens où quand j'étais au Canada, j'ai eu plusieurs activités en parallèle du coaching, notamment de développer un site web, une plateforme en ligne qui est en gros une plateforme de consulting pour les nutritionnistes. Ma femme étant nutritionniste holistique, et s'est rendu compte rapidement que d'avoir des questionnaires papier de plusieurs pages, ce n'était pas pratique quand tu voulais faire du consulting en ligne avec des clients à distance, et que scanner des papiers, d'essayer de composer des PDF avec des gens qui ne maîtrisent pas nécessairement toujours, c'est encore plus compliqué, et que pour réussir, il faut minimiser la friction. Ça, c'est vrai dans beaucoup de domaines. Et un moyen de minimiser cette friction, c'était de créer une plateforme en ligne qui permettait aux nutritionnistes d'envoyer tout ce qui est des assessments, des questionnaires en ligne et de recevoir les résultats directement en ligne également. Et pour faire court,
on avait trouvé des développeurs qui allaient nous aider avec ce projet. Après 6 mois, ils ont essayé de nous avoir. Du coup, on s'est débarrassé d'eux et c'est moi qui ai repris les rênes. Et du coup, j'ai créé cette plateforme de toutes pièces avec le peu de connaissances préalables que j'avais dans le domaine dans cette matière-là. Mais ce qui fait que voilà, je comprends très bien ce qui se passe maintenant sur un site web. Je comprends très bien ce qui est du référencement général, du référencement local également. Donc, la première chose que j'ai faite quand je suis revenu en Suisse, c'est que j'ai changé mon site web de serveur, à savoir que là où se trouve le serveur sur lequel vit ton site internet a une importance pour le référencement local. Si tu as un business en Suisse et que tu as ton site web qui est hébergé aux États-Unis, eh ben, tu marques moins de points, entre guillemets, que si tu es hébergé dans ton pays. Du coup, j'ai fait ça. J'ai refait mon site web de A à Z avec, bien sûr, tout le référencement local comme étant la priorité, si on veut bien, de mon développement du site. Ce qui fait que et je l'ai fait en 2 langues, donc ça rajoute quelques contraintes. Mais il me semble que si tu cherches Personal Trainer Nyon, tu vas me trouver en haut des résultats. Et c'est, on va dire, la manière principale par laquelle les gens me trouvent aujourd'hui, à savoir que je suis à capacité, donc je ne prends plus nécessairement de clients privés maintenant. Je maintiens les personnes C'est bon avec qui je signe. travaille. C'est très bon signe, on touche du bois pourvu que ça continue. Donc ça, c'est vraiment pour ce qui est du coaching privé qui représente à peu près 3 jours de travail par semaine pour moi maintenant. L'année dernière, j'étais à 5 jours par semaine. Donc tout ce que je faisais en termes de contenu, c'était en complément de tout ça. Et donc là, j'ai réduit depuis janvier, j'ai réduit un petit peu. J'ai condensé mes coachings sur 3 jours pour justement me donner plus de temps pour mes podcasts, pour le travail administratif, pour les petites opportunités que je commence à avoir à gauche et à droite de faire des interventions sympas et notamment me libérer un jour pour faire tout ce qui est des tests physiologiques. Donc, j'essaie de dédier plusieurs jours par mois à ces séances de tests. Et donc, pour ça, les gens me contactent soit via ma chaîne YouTube, soit via mon compte Instagram, LinkedIn ou autre, suivant où ils me trouvent. Il commence à y avoir pas mal de bouche à oreille aussi sur le sujet. Donc, des athlètes qui viennent me voir après qu'une connaissance ou un ami ou quelqu'un avec qui ils s'entraînent ait bossé avec moi. Donc voilà, je pense que c'est un travail de longue haleine. Hein. Le référencement local, c'est pas fait en 2 secondes et ça porte pas ses fruits tout de suite. Mais c'est la première chose que j'ai fait en revenant ici. Et sur les dernières années, c'est ce qui m'a apporté la majorité de mes clients privés. Donc ça, je suis content de l'avoir fait. Et voilà, comme je t'ai dit, le contenu qui commence à me référer pas mal d'athlètes et de clients pour ce qui est des testings et tout ce qui est un peu plus spécifique au test d'effort. Et maintenant, le bouche à oreille qui commence à faire son boulot également. Donc, voilà, ça prend du temps à développer tout ça, mais je pense que j'ai jamais fonctionné avec des publicités payantes dans le sens où je ne sais pas les utiliser. Je sais que c'est un moyen extrêmement fiable et prometteur si tu sais ce que tu fais ou si tu bosses avec des gens qui savent ce qu'ils font. C'est pas mon cas, donc je me suis jamais lancé là-dedans, mais c'est pas pour dire que c'est pas une voie qui est intéressante pour ceux qui savent le faire. Mais voilà, référencement local, référencement entre guillemets avec mon contenu, parce qu'à mon avis, ça sert de référencement sur le long terme. Et tu m'avais demandé avant depuis combien de temps je faisais ça. J'avais fait des vidéos avant, mais ça fait vraiment 2 ans et demi maintenant que je suis assez structuré et dédié sur la production de contenu. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que j'ai commencé le podcast. Et ce que je vois dans mon avenir, c'est simplement ma question presque tous les jours, c'est qu'est-ce que je peux faire pour créer plus de contenu? Qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien? Qu'est-ce que je peux faire dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent pour pouvoir créer plus de contenu? C'est un petit peu le nerf de la guerre de mon côté, à mon avis, hein, parce que comme je t'ai dit, j'aime ça et je vois les retours sur l'investissement de temps. Donc voilà, on va dire c'est principalement par ces canaux-là. C'est encore intéressant parce que tu vois qu'au final, quand tu as une activité qui est digitale comme ça, tu es obligé de développer plein de skills différents, connaître comment on développe un site internet, comment on le référence, etc. Et oui, de toute façon, au final, YouTube, c'est pas un réseau social. YouTube, c'est un moteur de recherche quasi parce que c'est lié à Google. Donc, Ouais. au final, tu es vachement bien référencé, entre autres, grâce à ça. Donc, c'est très bien d'utiliser cette plateforme, chose que nous, on ne fait pas encore ou du moins on ne fait pas assez. Je vais essayer de me lancer dessus en 2022, là, mais c'est une plateforme qui a des codes comme toutes les autres et qu'il faut voilà, essayer de maîtriser au mieux.
mais c'est un bel outil que ce YouTube, là, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein. De toute façon, il y a plein de contenu dessus. Et si on cherche des choses intéressantes, bah, on trouve. Comment tu fais justement pour t'organiser, toi? En gros, je vais pas te demander ce que c'est une journée type, tu vois, mais est-ce que tu as vraiment une organisation qui est cadrée ou tu fais un petit peu au feeling, au jour le jour, en fonction de ce que tu as à faire? J'ai 3 jours dans la semaine où je fais tous mes coachings, lundi, mardi et jeudi. Donc ça, c'est vraiment les seuls jours où je prends normalement des coachings. Les autres, mercredi, vendredi, normalement, je book personne pour des coachings, sauf des fois, il y a des exceptions, mais de manière générale, c'est comme ça dans mon agenda. Pour ce qui est de l'enregistrement des podcasts, ça dépend où se trouvent les personnes. J'essaie de toujours le faire le vendredi, mais ça ne joue pas toujours avec certains intervenants. Donc, des fois, ça doit être le soir, mais c'est rare. Des fois, ça doit être le mercredi, par exemple. Mais de manière générale, j'essaie de toujours booker ça le vendredi. Tout ce qui est ensuite des tests, ben, c'est soit les mercredis, soit les week-ends. J'essaie de booker des samedis ou des dimanches. Maintenant, c'est un petit peu plus à la demande parce que voilà, j'ai énormément de boulot. Donc, si les gens sont intéressés, ils me contactent et ensuite, on convient d'une date qui marche pour moi et qui marcherait pour eux. Et ensuite, pour tout ce qui est des vidéos, ça va vraiment dépendre ce sur quoi je travaille. Je fais toujours des retours de bilan avec les athlètes que je teste via Zoom, donc j'enregistre ça. Je fais toujours des pensées du jour qui sont vraiment sur le tas. Je suis en voiture en général entre deux clients en déplacement et j'ai soit un truc auquel j'ai pensé, soit une conversation que j'ai eue le jour avant, soit une question qu'on m'a posée. Et je vais utiliser ça comme base de contenu pour cette pensée du jour. Là, maintenant, je commence à avoir des gens qui me demandent de faire pareil en anglais. Donc maintenant, je vais devoir dédoubler mon contenu et enregistrer une fois en français, une fois en anglais. Ce qui est une bonne opportunité parce que ça me permet d'atteindre une démographique supplémentaire. Donc, j'ai déjà la majorité de mon audience, autant YouTube que podcast, en tout cas qui parle français. Et le côté anglophone qui commence à se développer également et les gens qui sont demandeurs. Donc, voilà, j'écoute aussi beaucoup ce qu'on me dit et ce qu'on me demande. Je pense que c'est le meilleur moyen de répondre à la demande de ta communauté, c'est de savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle aime. Et donc, je réponds toujours pour l'instant, en tout cas, j'ai le temps, je réponds toujours à mes commentaires sur YouTube. J'essaie de jamais laisser un commentaire sans réponse. Et encore une fois, ça me permet de rester au diapason, de savoir ce que les gens aiment. Et aussi, comme je t'ai dit, des projets au fil du temps. Par exemple, vendredi, je suis allé à Motion Lab à Lausanne pour faire du boulot avec les Moxie dans leur chambre hypoxique. Du coup, ben, on va faire une petite revue des résultats, donc interprétation des données, etc. Bientôt, peut-être la semaine prochaine. Donc ça, ce sera encore une ou deux vidéos. Donc voilà, c'est vraiment un peu sur le moment. Et puis après, j'ai des plus gros projets sur lesquels je travaille, notamment pour ce qui est des formations en ligne. J'ai lancé ma première formation il y a de ça quelques semaines. Et donc, c'était un beau challenge pour moi et je me réjouis de créer les prochaines. Donc, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je travaille périodiquement. Également, les séminaires que je prépare pour les semaines qui viennent. Donc, là aussi, présentation, enregistrement, pour avoir tout ce contenu à disposition. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et le fait que ça plaise aux autres, c'est pas mal non plus. Encore une fois, si ça te plaît, généralement, ça se transmet aux gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Donc, c'est super intéressant. Donc, ouais, ça montre bien qu'il faut quand même être super structuré. Je vais te poser des petites questions sur le coaching. J'en profite, chose que je fais rarement parce qu'on ne parle pas trop technique normalement dans ces podcasts. Mais là, ton compta, je sais que ça va répondre à pas mal de nos auditeurs. On sait que toi, voilà, tu entoures quand même beaucoup de crossfitters, bon, plein d'autres athlètes, hein, évidemment, mais tu as pas mal de crossfitters qui viennent te voir. Je sais que tu as un gros coup de cœur pour tout ce qui est travail de zone 2, etc., qui est très important. On en a discuté ensemble la dernière fois quand je préparais une formation pour des kinés. En tant qu'ancien combattant et que crossfitter actuellement, il y a une question que je me pose pas mal. Comment tu conseillerais quelqu'un pour récupérer au mieux sur des journées, par exemple pour un combattant où il va avoir plusieurs combats dans la journée, ou pour un crossfitter, ça va se ressembler, hein, où il va avoir plusieurs WOD dans la journée sur une journée de compète, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais pour optimiser au mieux la récupération entre les WOD ou entre les combats? On passe du coq à Euh, l'âne, je- hein, évidemment. Mais... Non, ça va très bien. Je pense le cool-down après un gros effort. Je pense que 15 à 20, 25 minutes à basse intensité sur une modalité cyclique, que ce soit un vélo, un rameur, un airbike,
quelque chose de bien sûr très, très facile. Ça va te permettre de te remettre, on va dire, à baseline plus rapidement que si tu t'assieds et que tu fais rien. Et ça, je pense que c'est encore sous-coté et sous-utilisé. Et tu le vois, hein, les mecs du Tour de France, eh ben, dès qu'ils ont fini leur épreuve, ils se mettent directement sur un home trainer. Et les mecs, ils pètent les plombs quand ils n'ont pas leur home trainer. Ça te dit bien l'importance qu'a cette récupération active post-effort. Donc, je pense que c'est le plus simple à mettre en place. C'est à pas négliger. Bien sûr, il faut bien le calibrer pour ne pas t'exploser plus. Mais voilà, si tu as un athlète qui a un minimum de jugeote et qui sait s'écouter, eh ben, tu sais ce que c'est facile et tu vas pouvoir respecter ça. Mais voilà, je pense entre 15 et 20 minutes sur une modalité cyclique, après, soit un combat, soit un gros WOD, ça peut vraiment faire une grosse différence. Ok, super intéressant. C'est pas forcément facile pour les combattants à, on va dire, niveau moyen parce qu'ils vont pas avoir forcément accès à des ergots ou autres, mais voilà, on peut toujours trouver des petits dérivés, je pense, pour adapter au mieux les choses. Comment tu fais passer la pilule à tes crossfitters pour qu'ils travaillent leur zone 2 et qu'ils, voilà, régulièrement dans la semaine, hein, et qu'ils se mettent vraiment à faire du travail de basse intensité qui a des bénéfices juste monstrueux. Tu peux nous les rappeler vite fait pour ceux qui connaissent pas? Ouais, je pense, à mon avis, le travail de basse intensité, c'est ce qui va te permettre de t'entraîner plus, de t'entraîner plus dur, de mieux tolérer, de mieux t'adapter par rapport à tes entraînements. Et du coup, ça va être la base de soutien pour tes entraînements de plus haute intensité. Et donc, le sport se professionnalise, le sport progresse, le niveau des athlètes chaque année avance et évolue. Et je ne suis pas vraiment dans le business de convaincre. Je pense que si tu ne le fais pas encore, eh ben, d'ici quelques années, tu vas vraiment le regretter parce que tu auras pris énormément de retard sur ceux qui le font correctement. Je pense que c'est aussi le type de travail qui a le plus gros potentiel d'adaptation et de progrès sur les années. D'accord? C'est ta VO2 max, tu peux l'améliorer en quelques semaines. D'autres qualités physiologiques, tu vas pouvoir les améliorer sur quelques mois, mais ces qualités-là de résistance à la fatigue et d'endurance, tu peux vraiment les faire progresser sur plusieurs années, voire même plusieurs décennies. Et d'ailleurs, tu le vois, si tu parles à des cyclistes pros, et ben leur haut du tableau, ils ne bougent plus vraiment beaucoup plus que ça. Par contre, leur résistance à la fatigue, c'est ça qui continue à améliorer chaque année. C'est ça qui fait la différence sur des longues étapes. C'est ça qui fait la différence sur des très gros événements. Tu penses aux CrossFit Games qui ont 4-5 jours d'entraînement. Et ben voilà, c'est cool d'être bon sur les 2 premiers jours, mais si tu veux durer, si tu veux être résistant et tu veux performer sur les 2 derniers jours, et ben il faut savoir tolérer le volume, il faut pouvoir tolérer le volume. Et si tu n'as pas fait ce travail de fond, et ben tu vas simplement pas être à la hauteur des autres. Est-ce que tu as des retours sur le long terme, sur des athlètes à qui tu as programmé ça? Genre sur le long terme, je vais dire plus d'un an, tu vois. Alors, un an, je ne sais pas si j'ai des gens avec qui je travaille qui l'ont appliqué depuis plus d'un an, mais ça se manifeste en général quand les gens l'appliquent et qu'ils ne l'appliquaient pas avant ou qu'ils y prêtent un petit peu plus attention. Les retours se font après, on va dire, entre 8 et 10 semaines, je dirais aux alentours des 10 à 12 semaines. Euh, c'est là où tu vois quand tu commences à vraiment sentir les différences. Ce qui revient tout le temps, c'est meilleure récupération, meilleur sommeil, meilleure tolérance de la charge d'entraînement. Donc, des athlètes qui arrivaient le vendredi et qui étaient déjà cramés, ben maintenant, ils arrivent à être performants jusqu'à la fin de la semaine et à vraiment bien absorber tout le volume d'entraînement. Ce qui revient aussi, c'est une capacité à produire de l'intensité qui est beaucoup plus élevée également. Là, récemment, j'ai travaillé avec un cycliste qui se prépare pour un ultra, qui s'entraînait beaucoup, mais on va dire un peu trop fort avant, qui ne respectait pas nécessairement cette zone 2 et qui était très certainement plus souvent en zone 3 et 4 et qui sort d'un bloc qu'est-ce qu'il a fait? Un bloc de 3 semaines où il a fait presque exclusivement de la zone 2 et il a refait une grosse séance d'intensité récemment et il m'a dit c'est le jour et la nuit par rapport à avant. J'arrivais à pousser beaucoup plus et je récupérais beaucoup mieux et je sentais vraiment que j'avais des jambes alors qu'il n'a pas fait d'intensité pendant 3 semaines. Quelqu'un d'autre avec qui je travaille qui se prépare pour rejoindre un groupe d'intervention, qui a un gros camp d'entraînement cet été, qui s'entraînait beaucoup en activité type CrossFit, course sur piste à haute intensité ces dernières années et qui là, suivant mes recommandations en janvier,
à switcher et à commencer à faire essentiellement du travail de basse intensité avec une séance de renfort de maintien, on va dire, par semaine. Et il a fait un petit test récemment sur on va dire un event ou un workout qu'il avait effectué il y a de ça une année. Après 6 mois de travail à haute intensité, il m'a dit je suis à deux doigts d'atteindre mon résultat alors que j'ai fait quasiment zéro intensité. Je me sens super bien, je me sens vraiment prêt. Et là, il va pouvoir mettre une couche de 2-3 semaines sur de la haute intensité et vraiment passer à la vitesse supérieure. Donc, je pense que ce qui revient le plus pour moi, c'est vraiment récupération entre les séances, entre les séries, entre les jours d'entraînement, tolérance du volume, résistance à la fatigue. C'est vraiment là où tu fais la plus grosse différence avec ce genre de travail. Et après, je pense au niveau nerveux, eh ben, c'est extrêmement important aussi de mettre en avant les bienfaits de ce type de travail qui ont une dominante parasympathique. Et donc, pour des gens qui sont tout le temps dans le sympathique, que ce soit au niveau des entraînements, parce que les séances, c'est des gros WOD ou alors des combats qui sont, il n'y a pas plus sympathique qu'un combat. Je pense que c'est important de savoir passer de l'autre côté aussi. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour mettre le pied au plancher et faire des dégâts. Et voilà, hein, je suis le premier à dire qu'il faut le faire, que c'est important pour performer. Mais si tu n'as pas la base de soutien, c'est un petit peu comme mettre… bon, j'y connais rien en voiture, mais c'est comme si tu essayais de mettre un gros moteur qui a 1500 chevaux sur un châssis de 2 chevaux, quoi. T'as beau avoir le plus gros moteur, et ben, si tu n'as pas le châssis qui va avec, tu vas avoir des problèmes. Et encore une fois, ce châssis, c'est quelque chose que tu peux renforcer et développer pendant des mois et des années. Tu peux commencer tout de suite, ça ne te prend pas énormément de temps. Ce n'est pas le travail le plus enrichissant, on va dire, parce que voilà, la plupart des gens ils disent que c'est chiant et qu'ils n'aiment pas aller aussi lentement que ça. Tu Mais peux à mon avis, écouter un podcast pendant ce temps-là. tu peux écouter un podcast, exactement, soit un des tiens, soit un des miens. Mais voilà, je pense que pour l'athlète en 2022 qui dit je veux performer au plus haut niveau, mais qui n'a pas la discipline de faire ce genre de travail, je pense qu'il a raté le coche. Je pense que, et bien sûr, ça dépend de ton activité, ça dépend de ta compétition, ça dépend du moment de l'année. Mais voilà, si tu n'as pas un minimum de ce travail tout au long de l'année, avec des périodes où tu vas mettre un petit peu plus de volume pour continuer à progresser, à mon avis, il manque vraiment un paramètre important dans ton entraînement. Et juste parce que tu t'entraînes dur, ça ne veut pas dire non plus que tu es en bonne santé. Pour ceux qui pensent à leur santé avant tout, eh ben, j'ai testé des gens qui étaient fit, entre guillemets, qui ont de la masse musculaire et qui peuvent faire de l'intensité et qui peuvent faire du renfort, mais au niveau métabolique, ils sont vraiment très, très loin du compte. Et donc, si tu veux penser à ton avenir, si tu veux penser à ta santé, voilà, tu n'as pas vraiment le choix. Il faut faire ce travail. Pour ne pas être réducteur dans ton travail, il faut être clair que tu ne fais pas faire que ça à tes athlètes. On va être clair. Comment tu arrives à le faire à tes rugbyman? Tu continues la préparation physique de ton club de rugby là? Non, j'ai dû lâcher à la fin de l'année là parce que j'avais simplement plus le temps. C'est vrai que Ouais. c'était un travail que j'ai beaucoup C'est aimé, chronophage, ça. que j'ai adoré. Mais c'est vrai que je n'avais pas autant de travail quand j'ai commencé à le faire avec eux. Donc, c'était une bonne manière pour moi de gagner en expérience et de bosser simplement. Et avec une équipe vraiment chouette, le Rugby Club à Nyon, un staff super, des joueurs vraiment, vraiment géniaux. C'est vraiment un groupe qui est incroyable. C'est le club dans lequel j'ai commencé à jouer quand j'étais plus jeune aussi. Donc, voilà, il y a pas mal de liens là-bas. Mais malheureusement, j'ai plus le temps et voilà, les priorités elles changent au cours du temps. Pour les rugbyman, j'avais tout de suite commencé à inclure du travail de basse intensité, pas nécessairement sous la forme de long footing. On travaillait avec des séances type tempo qui sont, alors pas le tempo des cyclistes, mais le tempo du Charlie Francis, c'est-à-dire des intervalles à vitesse. C'est pas du sprint, mais c'est pas du footing non plus. C'est entre les deux. C'est du 6-7 sur 10 en termes d'effort. Par contre, ça se fait sur des temps de travail qui sont assez courts et des temps de repos qui sont assez prolongés. Et tu vas faire ça pendant 20, 30, 40 minutes selon les séances, selon les sports. Un footeux, par exemple, va faire plus de volume qu'un rugbyman sur ces types d'efforts-là. Donc, c'est bien sûr proportionnel par rapport aux demandes de ton sport. Et j'avais trouvé énormément de succès avec cette approche-là, donc qui n'était pas à proprement parler de la zone 2, mais à mon avis, c'est ce qui va se rapprocher le plus de la zone 2 pour un sport collectif, un sport intermittent.
Et voilà, ça avait bien fonctionné. Cela étant dit, maintenant, je le fais avec les 2-3 personnes que je suis encore à distance. Rugbyman, donc, je pense que le travail de basse intensité a sa place. Peut-être pas en course à pied, peut-être sur un vélo, mais encore une fois, pour cet aspect résistance à la fatigue, pour cet aspect santé, développement métabolique, il y a vraiment pas mieux en fait. Tu peux vraiment pas t'en défaire. Une chose que je voulais faire et que je n'ai pas encore eu le temps de faire sur une séance type tempo, c'est de voir au niveau physiologique exactement ce qui se passe. À mon avis, au niveau du profil général, ça ressemble plus à une séance de zone 2 qu'autre chose si tu le fais à la bonne intensité. C'est comme tout, hein. Tu peux surcalibrer ta zone 2 et au final, ton travail n'est pas du tout ce que tu souhaitais faire. Et je pense que c'est pareil avec les courses type tempo, c'est que tu peux le faire trop vite, tu peux le faire trop fort. C'est normalement pas des séances qui sont très très dures, en tout cas pas au début et pas quand tu vises une accumulation de volume plutôt que de fatigue. Mais voilà, je pense que sous le capot, il se passe à peu près la même chose que sur une séance de zone 2 de manière générale, c'est-à-dire que tu as un apport d'oxygène qui est significatif, qui va être équivalent ou même supérieur aux besoins et cette suroxygénation va amener tous les bénéfices que ce travail engendre, notamment au niveau du développement capillaire, développement mitochondrial, oxydation des graisses. C'est vraiment le nerf de la guerre, si on veut bien, au niveau local, au niveau métabolique et au niveau cardiovasculaire, meilleure vasodilatation, meilleur volume d'éjection systolique et pour revenir au côté nerveux, une dominante parasympathique qui va faire du bien à tout le monde. C'est super intéressant parce que ce genre de concept, tu les rends facilement abordables, on va dire. Quand tu l'expliques, c'est pas compliqué, donc ça montre que tu maîtrises extrêmement bien ton sujet parce que vulgariser quelque chose sans en défaire le contenu et sans le rendre faux, c'est pas facile et c'est quelque chose que tu fais bien, donc merci pour ça. Est-ce que, justement, si je reviens là-dessus, est-ce que aujourd'hui tu trouves ça, toi, difficile d'éduquer, on va dire, ta communauté sur ce genre de connaissances via Instagram, via YouTube, etc. Je ne suis pas sûr que tu sois un grand fan d'Instagram pour créer du contenu, on va dire, éducatif. Je le faisais beaucoup plus avant. Ouais. Après avoir perdu mon compte Instagram, Et ou oui, il y avait donné cette mon histoire compte aussi. Ouais. Instagram parce C'est que vrai, il y a cette je ne l'ai pas histoire. perdu, je l'ai donné. Quelqu'un m'a envoyé un message, j'ai cliqué sur le lien, c'est ma faute. Je me suis fait ficher, si on veut utiliser le terme approprié, mon compte Instagram. Ça reste une plateforme que j'utilise beaucoup parce que je communique avec énormément de personnes au travers des DM. Et donc, je suis toujours sur la plateforme. J'ai beaucoup de requêtes qui passent par là aussi. Mais après, non, c'est vrai que pour créer le contenu, j'ai vraiment trouvé mon style, entre guillemets, avec le contenu vidéo. Et c'est vrai que ça se prête plus à YouTube qu'autre chose. Les formats plus longs me plaisent plus que les formats courts. Si j'avais tout le temps du monde, une des choses que je vais développer dans les mois qui viennent, je vais le mettre comme ça parce que le temps, ça se crée ou ça se trouve, c'est plus justement de clips dédiés pour Instagram, pour TikTok, pour ce genre de plateformes qui sont encore sur des formats assez TikTok, courts à l'heure carrément. actuelle. Ouais, TikTok, il y a 3 ans, c'était pour les gamins de Non, mais 13 ans je qui rigole, mais chantaient. c'est très Et important. Ouais. ouais, non, je pense que tout le monde doit l'entendre. C'est qu'au début, on rigolait tous des gens qui allaient sur Facebook et maintenant, c'est ta grand-mère qui est sur Facebook. Quand Instagram est sorti, tout le monde rigolait parce qu'il disait que c'était que pour les photographes et autres. Et maintenant, tout le monde vit sur Instagram. Donc, les plateformes évoluent, leur démographique également. Et donc, ceux qui disent que TikTok, c'est juste pour les enfants de 13 ans, ils ne sont jamais allés voir ce qui se passe vraiment sur TikTok. Ah, franchement, Avec c'est dur. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, on a essayé, là, ça fait 3-4 mois qu'on essaie de s'y mettre. J'avoue, on n'est pas aussi régulier que sur Insta parce que les codes sont pas les mêmes. Franchement, c'est très Non, dur mais c'est une nouvelle d'être langue. visible et tout. C'est très difficile. Pourtant, je suis pas vieux, hein, mais waouh, c'est chaud. C'est une nouvelle langue à apprendre à chaque fois. Comme tu l'as dit, chaque plateforme a ses codes, chaque plateforme a son vocabulaire. Et donc, quand tu repars sur une nouvelle plateforme, il faut te dire que tu apprends une nouvelle langue. Et donc, ça prend du temps et tu ne peux pas être bon dans toutes les langues. Tu vois, il y en a qui sont extrêmement bons sur Instagram et d'autres pas du tout, qui excellent sur Twitter, etc. Donc, moi, j'ai vraiment trouvé ma veine avec ce que je fais sur YouTube. J'adore ça. Et donc, j'essaie de pousser ça. Mais voilà, cela étant dit, un des prochains objectifs, c'est d'avoir plus de contenu justement qui est dédié pour ces
pour ces plateformes. Avec ça, j'ai perdu le fil de ta question. C'était ça, hein, c'était Ok. faire du contenu, enfin créer du contenu pour les différentes plateformes qui n'est pas quelque chose Ah, ouais, tu me demandais de si très c'était évident. Ouais, difficile d'éduquer, c'est difficile de ça, communiquer. Je crois que ça partait là-dessus. exactement. En faisant, bah, justement, mettons-nous dans le futur, tu veux faire voilà, une vidéo TikTok de, je sais pas, c'est combien de temps sur TikTok? C'est 1 minute max? C'est même pas ça, c'est Monter moins que ça. jusqu'à 3 ou 10 minutes maintenant, il me Ah semble. ouais, tu peux monter. Ok, ok. Imaginons que tu veux faire une vidéo sur TikTok. Comment tu t'y prendrais voilà, pour expliquer la zone 2 par exemple? L'intérêt du travail en zone 2. Comment je le ferai sur TikTok? Bah, faut que ça commence avec quelque chose qui attrape les gens parce que les gens, ils scrollent très, très vite. Donc, je pense que, et ça, c'est vrai partout, hein, même sur YouTube, les 3 premières secondes, elles sont super importantes. Mais je dirais qu'elles sont très, très importantes si les gens qui te regardent ne te connaissent pas encore, si tu cherches à te faire découvrir. Parce que, par exemple, sur YouTube, ben, mes intros, c'est pas comme si j'essaye de les faire parfaitement. Des fois, c'est certainement un petit peu long, mais je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent quotidiennement ou plusieurs fois dans la semaine. Et donc, je travaille plus sur ma communauté, on va dire, avec ma communauté, que d'essayer de trouver d'autres personnes ou d'atteindre du monde. Je pense que on dit toujours, hein, a thousand fans. Donc, les 100 ou les 1000 premières personnes qui vont te suivre et qui sont 100% dédiées à ta cause, pour parler comme ça va toujours être plus puissant que d'avoir des dizaines de milliers de personnes qui s'en foutent à moitié de ce que tu dis. Donc, je pense que c'est un petit peu comme, c'est le même principe qu'avec des clients. On sait que ça coûte, je n'ai pas le chiffre en tête, mais en gros, la rétention de clients, ça coûte beaucoup moins cher que l'acquisition de clients. Ça prend beaucoup moins de temps. Donc, moi, je préfère m'axer là-dessus, c'est-à-dire de renforcer ma communauté, de parler aux gens qui m'écoutent déjà. Et s'il y a d'autres personnes qui souhaitent m'écouter, ben, ils peuvent le faire. Mais comme je t'ai dit, je ne suis pas dans le business de convaincre. Je communique ce que je trouve, ce que je pense comprendre. J'essaie de mettre à jour mes connaissances au fur et à mesure. Si j'ai tort, je le dis aussi, ça c'est important. Et donc voilà, je suis pas dans le. J'essaie pas de. J'essaie pas de faire une vidéo pour qu'elle soit viral. Je pense que la viralité, c'est, comme on dit tout de suite, j'ai été un succès instantané après 10 ans de travail. Je sais que ça va prendre du temps, donc je ne me précipite pas et je fais le boulot un jour après l'autre. C'est vrai que ça prend du temps, mais ça se travaille, on va dire. Comment tu vis, toi, cette relation avec les réseaux sociaux? Est-ce que tu l'utilises personnellement ou pas du tout? Enfin, tu les utilises personnellement ou pas du tout? Est-ce que je passe trop de temps dessus? Oui, ça c'est clair. Euh, c'est, c'est pas toujours facile, ça vacille. C'est vrai que je passe beaucoup de temps dessus quand même, malgré tout, plus que ce que je ne voudrais, même si j'apprends à mieux faire. Je suis de mieux en mieux avec ce qui est surtout le soir. Donc, éteindre mon téléphone, on regarde en général une série avec ma femme avant de se coucher, mais très, très souvent, le téléphone, il est en mode avion à partir de 21 h ou même 20 h et je ne le touche plus après ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, je le ramasse, des fois, c'est trop tard, des fois, je reste dessus longtemps. Donc, c'est pas toujours facile. C'est vraiment j'essaye de vraiment le voir comme étant, bah, c'est mes canaux de communication avec ma communauté, vraiment. C'est pour mon travail principalement et pour bah, tout ce qui est de mon divertissement aussi, étant donné que si j'écoute pas une vidéo ou un podcast qui est sur un sujet d'entraînement, je vais très souvent regarder une vidéo ou écouter une vidéo ou écouter un podcast sur, en général, YouTube. C'est là où je passe la grande majorité de mon temps, sur plusieurs sujets différents, qui soient liés à l'entraînement ou pas. Donc, je dirais que c'est pas toujours une relation qui est facile. C'est pas non plus une relation qui est toujours très saine. Et à mon avis, ça, c'est vraiment un travail de longue haleine pour chaque individu de trouver son équilibre avec ça et de ne pas se laisser avoir. Donc voilà, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de passer plus de temps à produire du contenu qu'à en consommer. Euh, mais au final, c'est pas toujours facile. Bah, c'est pas facile parce que l'algorithme est extrêmement intelligent et t'accroche, on va dire, dessus, Ouais, même si ouais, tu, voilà, même si tu sais. C'est intéressant parce qu'en tant que créateur, tu vois, on a
On est de l'autre côté du décor aussi. On utilise le Mhm. truc pour que les gens consomment notre contenu et nous, on essaye de pas trop en consommer non plus. Donc, c'est assez marrant, tu vois, c'est cette espèce d'ambivalence. Moi, perso, j'ai un limiteur d'Instagram sur mon téléphone qui est fixé à une demi-heure par jour. C'est Mhm. rare qu'ils ne me mettent pas le rappel. Normalement, je crame ma demi-heure. Bon, après, il faut que je Ouais. publie, il faut que je fasse des stories, etc. Donc, c'est le jeu aussi. Mais j'essaye de pas trop être dessus parce que franchement, ça te fait perdre un temps monstrueux. Quand tu regardes ton temps d'écran, même si c'est ton outil de travail principal, ça fait un peu peur, tu Mhm. vois, quand tu es quelqu'un qui aime la vraie vie, être dehors, faire des choses vraiment, voilà, une vie d'humain, pas un humain 3.0, un humain tout court. C'est des fois un petit peu perturbant de se dire qu'on passe autant de temps devant un Mhm. écran à faire des choses potentiellement, on peut dire, virtuelles, qui ne sont pas forcément virtuelles, hein, parce que là, on a une communication comme si on était ensemble. Donc ça, c'est ça qui est intéressant aussi. Ça Mhm. nous donne aussi des opportunités super intéressantes humainement parlant. Mais l'envers du décor est parfois un petit peu perturbant, on va dire. Je ne sais pas comment tu vis le truc, toi, mais moi, des fois, ça me fait vachement réfléchir, tu vois. Ouais, et ça m'avait beaucoup fait réfléchir quand j'avais perdu mon compte Insta. Ben, c'était un des drivers qui ont fait qu'on a commencé cette série d'événements en présentiel avec Saverio entre coachs. Donc, l'idée, c'est de se retrouver et de sortir des réseaux et de se voir en vrai. En plus de ça, il n'y a pas énormément d'événements dédiés aux coachs dans la région. Donc, on s'était dit que c'était un filon certainement à exploiter, à développer. Euh, mais c'est vrai que, bah, comme tu l'as dit, à mon avis, il y a vraiment une utilité à ces réseaux dans le sens où, comme je te dis, moi, j'apprends énormément de choses au travers des réseaux sociaux. Donc, quand tu le fais dans cette optique-là, eh ben, ça peut être quelque chose de très positif. Après, le problème, c'est quand tu commences à scroller pour scroller et que tu n'as aucune raison de regarder ton téléphone, mais tu le ramasses et tu regardes ce qui se passe parce que tu sais, parce que tu as développé cette habitude, cette addiction même, on pourrait dire. Et ça, c'est autre chose. Donc, non, je suis avec toi. C'est pas tous les jours facile et il faut essayer de faire au mieux. Ouais, je pense que si on peut passer un maximum de temps dans la vraie vie et un minimum de temps sur les écrans, tout le monde y gagnera. C'est clair. J'ai vu que tu étais en train avec ta femme, là, de développer un jardin ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, C'est redis-moi ça. exactement, mais comment t'en es venu à ça? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui te plaît dans ce retour un petit peu à la terre, on va dire? Ma femme donc, est nutritionniste de formation et mordue d'apprendre aussi dans plein de domaines différents. Elle a travaillé en tant que nutritionniste avec des clients. Elle a enseigné dans une école de nutrition holistique au Canada. Maintenant, elle crée des formations pour tout ce qui est du côté business. Elle accompagne des clients et des clientes également dans le monde de la nutrition qui cherchent à développer leur business. Et la suite logique des choses, ben, c'était d'avoir quelque part où faire pousser tout ça en termes de nourriture et de revenir un petit peu aux sources, de savoir comment les choses voilà, sont créées, grandissent, sont cultivées pour pouvoir ben, limiter un maximum la dépendance d'une chaîne de distribution et on a eu malheureusement un bref aperçu de ce qui pouvait se passer ces 2 dernières années, mais qui n'est pas des plus robustes. Et donc voilà, pour revenir vers le local, revenir vers le simple, de passer plus de temps dans le jardin. On avait un petit jardin qui faisait partie d'un jardin communautaire juste à côté de la maison, qui le terme communautaire était dans le titre, mais ce n'était pas vraiment dans l'esprit des gens qui faisaient partie de ce jardin, dans le sens où c'était vraiment vous devez faire comme nous, vous n'avez pas vraiment de liberté de faire ce que vous voulez avec votre jardin. Ma femme, ça lui convient pas, ça lui convenait pas du tout. Du coup, on a parlé avec un ami, Julien, qui a un domaine viticole pas loin d'ici, et on lui a demandé si on pouvait emprunter un petit bout de terre pour faire notre petit bout de chemin dessus. Donc, c'était l'occasion de commencer avec voilà, table rase, il y avait rien, une page blanche. Et on a créé ce jardin de permaculture de toutes pièces. On a designé le truc sur un bout de papier et on a construit ça ces 6 derniers mois. Et moi, c'est quelque chose qui me permet de me détacher un petit peu du travail parce que j'adore ce que je fais, mais c'est à double tranchant. Donc, c'est bien aussi de savoir se détacher de ce qu'on fait chaque jour. Donc, pour moi, passer un peu de temps au jardin chaque semaine, c'est quelque chose auquel auquel je résistais pas mal avant. Mais maintenant, je suis toujours content quand on va passer un petit peu de temps au jardin. Là, samedi, on y était 2 heures. Quand j'ai du temps, des fois, on passe 2 demi-journées. Personnellement, je passe
2 à 3 demi-journées. Là, le mois prochain, mon frère descend, il était charpentier dans une vie antérieure et donc il va nous aider à construire la pergola pour le petit espace stable qu'on va avoir. Donc voilà, juste un projet, on va dire, qui est en ligne avec tout ce que je fais déjà euh, et qui va un petit peu plus loin au niveau de cet aspect nutrition et qui est extrêmement enrichissant au niveau personnel, au niveau familial, parce que je pense voilà, revenir sur des choses simples, passer du temps ensemble, faire quelque chose qu'on aime ensemble. Et encore une fois, si on peut en sortir quelques salades, c'est toujours sympa. Bah, carrément, après, tu es content quand tu manges ce que tu as fait pousser. C'est très enrichissant, on va dire. Et puis oui, effectivement, Mhm. ça revient à ce qu'on disait avant, en fait, se reconnecter à la vie réelle, même si on a des métiers qui sont pas mal digitaux. C'est quand même Mhm. super important d'un point de vue juste humain, quoi. Donc c'est vraiment top ce genre d'idée. Je pense que ça fait avancer personnellement et ça fait bah, avancer tout le monde au final parce que rien que pour l'équilibre de la planète, c'est quand même des choses qui sont simples peut-être, mais qui sont importantes. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs, de manière assez subjective, hein, évidemment, de l'avenir du monde? Tu m'as parlé tout à l'heure du Web 2.0, Web 3.0, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Où est-ce qu'on va là? Qu'est-ce qu'on va devenir? Il y a vraiment, à mon avis, il y a vraiment deux aspects du 3.0 que je vois. Un qui m'enchante beaucoup moins, un qui m'enchante énormément. Je commence avec celui qui m'enchante un petit peu moins. Et on le voit à l'heure actuelle, c'est un quasi-monopole de certaines entités dans le monde digital par rapport aux données, par rapport à l'attention, par rapport aux prises de décision, chose qui, à mon avis, n'est pas toujours très, très, très saine. Et en allant vers le 3.0, c'est pas ce qui m'enchante le plus, on va dire. Après, il y a l'autre versant du 3.0 qui, à mon avis, est extrêmement intéressant avec celui de la blockchain. La crypto en étant une des sous-catégories, mais je pense que la blockchain apporte énormément de transparence dans toutes les transactions qui peuvent se faire en ligne. Je pense que l'avènement des NFT, pour ceux qui connaissent, alors pour l'instant, c'est des images qui sont vendues à des prix absolument ahurissants, mais je pense que quand tu creuses un peu et tu comprends le concept d'un NFT et comment tu peux l'appliquer ensuite, par exemple, à une communauté. Pour donner un exemple très simple, un artiste créateur de musique, par exemple, eh ben, au lieu d'aller voir une maison d'édition et de publication pour faire son album, euh, maison qui va ensuite reprendre 70 ou 80% de ses revenus, eh ben, ce qu'il pourrait faire, c'est en gros faire un crowdfunding, crowdsourcing pour son album, c'est-à-dire qu'il va peut-être vendre des NFT à sa communauté qui permettent à l'artiste d'avoir de l'argent pour créer son album, qui permettent ensuite à la communauté d'accéder à son contenu, peut-être avec du contenu premium auquel d'autres n'auraient pas accès. Ça permet à ces NFT de ensuite potentiellement gagner en valeur. Si l'album marche bien, si la personne gagne en notoriété, ce qui veut dire que maintenant ta communauté elle peut prendre part en fait à son propre développement et y gagner entre guillemets, que ce soit au niveau financier ou autre. Donc ça permet à tout un chacun de s'investir et d'investir dans les communautés auxquelles il croit et auxquelles il participe. Et ça, je pense que c'est super intéressant parce que si on veut, c'est le next step dans ce qui se passe en ligne et tu le vois. Si tu regardes les 20 dernières années avec l'avènement de l'Internet et tout ce qui s'en est suivi, eh ben, il y a de moins en moins d'intermédiaires. Le middleman, il se fait éliminer à chaque fois. Et ce qui restera de manière, on va dire, conceptuelle, ce qui restera quand il n'y aura plus personne au milieu, ce sera le client d'un côté et la marque de l'autre. Et la marque étant ben voilà, ce que toi tu as créé, que ce soit tes services, ton produit. Et le NFT permet en fait, au travers de la technologie blockchain, de faire ce lien avec ta communauté sans avoir d'intermédiaire, sans dépendre d'une plateforme ou d'une autre, et encore une fois, de pouvoir remercier ou rétribuer les personnes qui collaborent avec toi et qui investissent dans ta communauté avec des retours qui sont intéressants, que ce soit des accès à certains événements ou que ce soit des accès à toi pour certaines choses.
Pour ceux qui s'y intéressent ou qui sont intéressés par le concept, allez voir ce qu'a fait Gary Vee avec les VeeFriends. En gros, il a vendu ces NFT qui donnent accès à une convention qui va mettre en place sur les prochaines années. Et c'est en gros ton ticket d'accès, mais ce ticket d'accès, il n'est pas à usage unique. Tu peux le réutiliser à l'avenir, tu peux le revendre si tu veux. En gros, à mon avis, il y a la présentation actuelle ou la manifestation actuelle des NFT n'est pas du tout représentative de ce que ça peut créer à l'avenir. Et c'est cet avenir-là dont je me réjouis, on va dire. Je réfléchis déjà à comment je vais pouvoir intégrer ce genre de technologie dans ce que je fais au quotidien. C'est un des axes de réflexion à l'heure actuelle que j'ai. Et je pense vraiment que pour les créateurs et pour les gens qui sont partis de rien, entre guillemets, et qui ont créé une communauté, ça peut vraiment aider à renforcer cette communauté et à aller de l'avant d'une manière positive pour que vraiment tout le monde puisse y gagner. Et ça, je trouve ça super intéressant. C'est carrément intéressant parce que tu vois, on n'en avait absolument pas discuté avant et au final, j'invite que des gens avec qui on est à peu près sur la même longueur d'onde. Je m'en rends compte au fur et à mesure de la discussion. Moi, je suis un grand fan de crypto-monnaie et de NFT personnellement. C'est quelque chose que je comprends très bien et tout ce que tu as dit est très, très vrai. Tout l'aspect communautaire de tout ça est extrêmement important. Et je vois ça un petit peu comme une espèce de, tu vois, les blockchains, etc., les crypto-monnaies, le fait de redonner aux gens le pouvoir sur leurs biens, sur ce qu'ils ont. C'est un peu la piraterie, on va dire. Chacun fait son truc. Bon, malheureusement, vu que c'est digitalisé, il peut quand même y avoir des petits problèmes liés au digital. Tu peux te faire voler tes cryptos, etc. Bon, c'est un peu comme tout, hein. Tu peux te faire voler ton argent dans la rue aussi, c'est la réalité. Mais l'aspect communautaire des NFT est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si tu t'intéresses un peu aux œuvres d'art numérique en NFT ou pas du tout. J'ai pas eu l'occasion de vraiment creuser le sujet. Je ne sais pas si tu Moi, as ce vu qui m'a les singes passer, là, les Bored Ape. Je ne sais pas si ça te dit Ouais, quelque chose. Bored Apes, VeeFriends, de nom, je connais quelques projets qui Donc, ont été lancés et qui ouais, ont bien fonctionné. les Bored Ape, tu vois, c'est juste des singes bon, qui sont stylés hein, en soi en termes de design, mais qui se vendent maintenant plus d'un million de dollars. Et en fait, tu as accès à un club privé en ayant le NFT qui est lié à des soirées sur des yachts, etc. C'est Bored Ape Yacht Club. Et en gros, tu as des superstars dedans comme Justin Bieber, Neymar, des gens très connus. Et en fait, c'est cet aspect communautaire-là qui donne de la valeur à la carte, même si ça n'a pas vraiment de sens pour quelqu'un qui est complètement extérieur à ça. Donc, un NFT, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un non-fungible token. C'est quelque chose dont vous êtes propriétaire quand vous l'achetez et qui n'est pas fongible, donc il ne peut pas être répliqué. On peut, si c'est une œuvre d'art numérique, on peut faire un imprimé écran et ça, c'est pas un problème, mais le NFT est gravé à votre nom, du moins au nom de votre portefeuille. Et voilà, c'est un acte de propriété quasi inviolable qui est, je pense, moi aussi, le futur de la consommation ou du moins de la propriété. Il y a même des maisons maintenant qui se vendent en NFT, des actes notariés, etc. Et qui va être très intéressant pour nous, entrepreneurs sur le web, pour pouvoir, par exemple, vendre un programme ou des choses comme ça, même si actuellement, voilà, ça coûte cher parce que c'est fait sur le réseau Ethereum, qui est une crypto-monnaie qui est très, très bien. C'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie, mais qui a des petits défauts, on va dire, de frais. Du coup, ça coûte cher. Les billets d'entrée ne sont pas forcément facile pour tout le monde, mais c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Donc, je pense qu'il y a du bon, il y a du moins bon, évidemment, comme dans tout, mais il faut vivre avec son temps. C'est comme TikTok. Il faut essayer de faire les choses dans l'air du temps et de ne pas faire le vieux con à dire bah non, ça c'est nul, etc. Ça ne marchera pas, machin. Non, il faut essayer d'y aller, essayer de comprendre, voir pourquoi ça fonctionne, parce que les choses qui fonctionnent comme ça, c'est quand même l'engouement des gens, il n'est pas les gens ne sont pas idiots. Hein. S'il y a un engouement autour de tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui sert au final. Et donc, c'est quelque chose, c'est peut-être un tournant qu'il faut prendre. Je vous invite à le prendre d'ailleurs si vous écoutez ce podcast, parce qu'il y a un moment où ce sera peut-être trop cher, trop tard, ou je ne sais pas, mais voilà, il y a un tournant à prendre, à réfléchir. Ce n'est pas facile, mais je pense qu'il faut s'y mettre à un moment. Ouais, non, je pense que tu l'as bien résumé. Et je pense vraiment qu'il faut, à mon avis, en tout cas pour ceux qui sont potentiellement intéressés, ne pas trop s'attarder sur la manifestation actuelle de ces choses-là, parce que c'est, je ne pense pas représentatif de ce qui va se passer à l'avenir. Et tu vois, juste en écoutant quelques podcasts sur le sujet, j'essaie de me faire une idée, voilà, comment est-ce que je pourrais créer ça. Tu peux même avoir des tokens qui sont gratuits.
Donc, par exemple, tu peux cacher, entre guillemets, un mot secret. Par exemple, moi, je pourrais cacher un mot secret dans chacun de mes podcasts et les personnes qui écoutent tous mes podcasts, qui suivent mon contenu, pourraient ensuite recenser ces mots clés sur une page sur mon site. Et après avoir trouvé 5 mots ou 10 mots, ils peuvent avoir un token gratuit. Et peut-être qu'après 3 tokens ou 5 tokens, eh ben, ça te donne accès à un groupe Zoom qui se retrouve chaque semaine pour faire une revue d'études, si on veut bien, autour du podcast, autour des sujets qui ont été abordés, pour les gens qui veulent aller un petit peu plus loin. Ça, c'est quelque chose qui peut être super intéressant, qui ne nécessite pas nécessairement de transactions. Encore une fois, comme tu l'as dit, hein, il y a encore des défauts à ces différentes manières de faire. Et c'est pour l'instant pas extrêmement accessible. Il faut suivre plusieurs. Faut suivre une marche, si on veut bien, il faut suivre un tutoriel pour arriver à même acquérir un de ces. C'est chiant, ouais. On va pas se mentir. C'est chiant, mais à mon avis, faut dire que c'est comme au début quand on était voilà, les premiers sites web, eh ben, ça coûtait 20 000 balles à faire et ça ressemblait à 3 fois rien. Et aujourd'hui, pour 20 balles par mois avec Square, tu peux faire un site web. Je pense que voilà, plus ça va avancer, plus ça va se démocratiser, plus l'accès sera simple. Et je pense vraiment comme tu l'as dit, pour les communautés en ligne et même en présentiel, hein, c'est parce que, à mon avis, dans 5 ans, ben, tes tickets de cinéma, tes tickets d'événements, ce sera tout des NFT C'est sûr, même. avec d'autres accès ou pas. Hein, mais encore une fois, je pense que ça ouvre une porte extrêmement intéressante sur l'avenir du digital. Et comme tu l'as dit, rendre à César ce qui appartient à César, peut-être se détacher un petit peu de ces monolithes des différentes entreprises à qui le web appartient à l'heure actuelle, pour revenir vers quelque chose d'un petit peu plus simple et un peu plus sain, peut-être. C'est carrément ça, c'est ça qui est intéressant, mais il y a pas mal d'ouverture là-dessus. Sean, on va finir ce podcast par la petite question, enfin la petite question. C'est plus une réflexion que je vais te proposer, que je propose à tous mes invités. Je vais te lister une liste, c'est un double mot, de valeurs. Donc des valeurs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des mots sur lesquels toi, tu mets, on va dire, soit des émotions, soit une façon de voir les choses, des mots qui te tiennent à cœur, qui te représentent ou que tu penses te représenter. Et tu vas devoir m'en choisir 3 parmi toutes les valeurs que je vais te citer, les valeurs qui te représentent, qui sont importantes pour toi personnellement, pour Upside Strength, etc., qui représentent un petit peu ta façon de penser. OK? Vas-y. Allez, c'est parti. Je ne vais pas t'en donner trop parce que j'ai une grosse liste. Je vais déjà les présélectionner, on va dire. Ça marche. Allez, c'est parti. Alors, ambition, amour, authenticité, autodérision, bienveillance, compréhension, combativité, écologie, égalité, équilibre, excellence, famille, fiabilité, fraternité, humour, intelligence, justice, liberté, pédagogie, performance, responsabilité, santé, tolérance, travail et volonté. Si tu devais m'en garder 3 là-dedans, je sais que c'est pas simple. Authenticité, bienveillance et excellence. Ok, comment tu définirais les 3? Toi, t'as choisi vite, c'est bien. Authenticité, c'est être vrai. Être soi-même, être vrai, ne pas se cacher derrière une façade, derrière un masque. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Et je pense que je m'améliore au fil du temps. Ce n'est pas toujours facile d'être 100% transparent, mais voilà, je pense que les choses que tu caches, volontairement ou non, elles ressortiront à un moment donné, quoi qu'il arrive. On tend vers voilà, on n'a plus vraiment entre guillemets de vie privée. Et même si on pense encore en avoir, et ben voilà, les choses, nos différents appareils nous écoutent. Et voilà, enfin, en gros, faut, à mon avis, être vrai dans tout ce que tu fais. Pas pour manipuler les gens, mais vraiment parce que ça permet simplement aux gens à qui tu corresponds ou avec qui tu vas pouvoir raisonner, ben de te connaître et ensuite de continuer à développer cette connexion. Donc ça, c'est pour authenticité. Bienveillance, je pense que c'est un mot qui est un petit peu perdu de nos jours, mais qui est extrêmement important. Faire la chose qui est juste, pas pour un motif ultérieur, mais simplement parce que c'est la seule bonne option, c'est la seule bonne chose à faire.
et c'est un combat de tous les jours également. À chaque fois que tu as une décision à prendre, quelle est la chose juste à faire? Mais à mon avis, il faut être bienveillant. Et il y a beaucoup de cynicisme et de négativité qui est présente en ligne, mais pas que ça. Je pense qu'avec de la bienveillance, on peut contrer tout ça et on peut essayer de faire en sorte que ce qui est beau et ce qui est vrai gagne, entre guillemets, s'il devait y avoir une bataille entre la lumière et les ténèbres, si on veut. Et donc, je pense que la bienveillance, c'est un petit peu le début. Si on veut y arriver, il faut être bienveillant envers tous. Et je pense que le monde sera meilleur si on essaie tous d'être un petit peu plus bienveillants au quotidien. La troisième, l'excellence. Je pense que tendre vers l'excellence, ne jamais y arriver, mais toujours y tendre, je pense que c'est quelque chose qui nous permet d'avancer au quotidien. On aura toujours nos défauts, on aura toujours nos faiblesses, mais voilà, l'excellent, il faut y tendre, il faut essayer de continuer à avancer dans ce sens-là. Et encore une fois, je pense qu'avec ça et avec ces trois valeurs, je pense que tout le monde y gagne. Si on est tous un petit peu plus authentiques, tous un petit peu plus bienveillants et tous en train d'essayer de se transcender pour aller au-delà et essayer de devenir un meilleur être humain demain qu'on était hier, voilà, il n'y a pas de raison qu'on n'y gagne pas tous. C'est bien dit, belle définition de ces valeurs, je te rejoins, c'est carrément intéressant. Sean, merci pour ton temps, merci pour cette petite échange. Je pense qu'on aurait pu parler encore plus longtemps, mais on fera peut-être un deuxième épisode, pourquoi pas. N'oubliez pas de suivre Sean sur Instagram déjà, sur YouTube aussi. Je mettrai tous les liens pour le contacter, pour le suivre en description de l'épisode. Allez aussi suivre son podcast si vous êtes intéressé par tout ce qui est science du sport, on va dire ça comme ça, même si c'est beaucoup plus large que ça en réalité. Des podcasts vraiment très, très intéressants à écouter. Pour ceux qui sont anglophones en plus, vous allez pouvoir avoir encore plus de contenu sur les podcasts avec tes invités avec qui tu parles anglais. N'oubliez pas de noter cet épisode-là, le nôtre, là, sur les applications de podcast. Je vous invite à mettre 5 étoiles, mais si vous n'avez pas kiffé, mettez pas 5 étoiles, mettez une étoile, soyez authentique, c'est très important. On l'a dit, l'authenticité, c'est important. Ne nous mentez pas. Si vous n'avez pas aimé, dites-nous que vous n'avez pas aimé, et puis on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Sean, merci encore pour ton temps. Vraiment, merci. C'est super intéressant d'avoir des gens comme toi à inviter qui parlent franchement et qui disent vraiment ce qu'ils pensent sur des sujets extrêmement larges. Encore une fois, on aurait pu parler bien plus longtemps, mais déjà, c'est super d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir. J'espère que ton audience aura apprécié l'échange. Et évidemment. Puis, comme a dit Thomas, je vous invite à m'envoyer un petit DM, un petit message, un petit commentaire pour me dire que vous avez écouté l'épisode et me dire ce que vous en avez pensé. Les amis, n'oubliez pas d'envoyer un message à Sean si vous avez le temps et vous avez l'envie. Il vous répondra, je pense. Je réponds. Ouais, tu réponds. Toujours. Je ne suis pas encore au stade où j'ai trop de demandes. Pour l'instant, j'y réponds. Mais même quand tu as trop, il faut essayer de répondre. C'est important. Ok, les amis, écoutez, bonne soirée, bon après-midi, bonne journée, peu importe où que vous nous écoutiez à l'heure où vous nous écoutez, peu importe. Passez une bonne fin de journée, une bonne journée à tous. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu veux te former pour mieux accompagner tes patients ou tes clients, donc que tu sois kiné ou coach, nos formations professionnelles sont toujours disponibles sur notre site training-thérapie.fr. Épaule, renforcement, mobilité, présentiel ou e-learning, tu trouveras vraiment ce dont tu as besoin sur notre site. Merci encore à toi d'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine.